particules, pour la plupart invisibles à l'œil nu. Et pour cause, les plus petits d'entre eux seraient jusqu'à 70 fois plus fins que l'épaisseur d'un cheveu. Qu'ils prennent la forme de fragments, de fibres, de mousse ou encore de microbilles, les microplastiques, résultat du gigantesque fléau plastique mondial que nous connaissons, sont devenus des colonisateurs invisibles de notre quotidien. Si leur impact sur la Terre et les mers est bien documenté, on ne sait que peu de choses encore sur leur présence dans l'air. Et pourtant, respirer ces microparticules de plastique participe bien à les détecter dans le sang, les cellules ou les organes humains. Des poumons aux testicules, en passant par le placenta ou encore le cerveau, comme l'avancent de récentes études sanitaires. Pour mieux cerner les enjeux de ces microplastiques dans l'air, j'ai le plaisir de recevoir Gaël Leroux, biochimiste et directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire Midi-Pyrénées de Toulouse. Avec son équipe, il révèle que l'air de nos intérieurs est jusqu'à 8 fois plus pollué aux microplastiques que l'air extérieur. Ou quand l'air du plastique est devenu synonyme de plastique dans l'air. Vous écoutez Inspirons, le podcast en santé environnementale lié à la qualité de l'air d'Atmosud. Bonjour Gaël Leroux. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être l'invité de ce nouvel épisode d'Inspirons. On peut dire que vous, l'observation des micropolluants, dont les microplastiques, c'est votre dada. Vous avez publié cet été dans la revue scientifique PLOS ONE, dont vous êtes l'un des auteurs, une étude qui relève de l'exposition humaine aux plus petites particules de microplastiques, c'est-à-dire les particules de 1 à 10 micromètres dans l'air intérieur. Et on y découvre que les niveaux de microplastiques dans nos maisons, nos bureaux et nos habitacles de voitures sont 100 fois plus élevés que ce que l'on estimait jusqu'à présent. Comment êtes-vous parvenu à ces conclusions ? Avec mes collègues de l'Observatoire Midi-Pyrénées, on utilise une technologie légèrement différente de la technologie qui était étudiée précédemment, que ce soit pour analyser les eaux ou pour analyser l'atmosphère. C'est un microscope Raman qui nous permet d'aller détecter des plus petites particules de microplastiques. Et la technologie, on va dire, de routine ne détecte que les microplastiques au-dessus de 20 micromètres. Les microplastiques, c'est en dessous de 5 mm, mais ça recense énormément de tailles de particules, du micromètre au millimètre. Et là, on s'est intéressé aux plus petits des microplastiques, ceux qui ont une taille de 1 à 10 micromètres, qui correspondent pour les personnes qui suivent, on va dire, la pollution de l'air, au PM10, au PM2.5, donc les particules qui sont en dessous de 10 micromètres ou de 2,5 micromètres. Les particules fines, quoi. Et ça, ces plus petites particules, qu'elles soient de microplastiques ou les autres types de particules, elles sont plus susceptibles d'intégrer le vivant, parce qu'elles ont des tailles similaires finalement aux cellules vivantes. Donc de vraiment pénétrer dans l'organisme et d'atteindre aussi les couches profondes des poumons et la circulation sanguine. En fait, ce qu'on vous avez mis à jour dans l'étude, c'est qu'on inhalerait jusqu'à 68 000 de ces petites particules de plastique, donc de très petite taille, comme vous l'avez dit, de 1 à 10 micromètres, plus 3200 particules de microplastique, donc de taille un petit peu plus grande, par jour, du fait de nos intérieurs, de ce qui se dégage de tous ces matériaux qui habitent nos intérieurs, les textiles, les meubles, mais aussi les câbles électriques. Alors, qu'est-ce que ça représente ? Parce qu'on a du mal finalement à se dire, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup ? On a cette image maintenant qui devient très populaire de se dire au niveau de l'ingestion, qu'on ingérait plus ou moins l'équivalent d'une carte bleue en microplastique par semaine. Est-ce qu'on peut le comparer au niveau de l'inhalation ? Ça correspond à quoi ces mesures ? Alors, le chiffre de la carte bleue est un chiffre qui a été donné soit par des journalistes, soit par des collègues, et qui est actuellement remis en cause parce que c'est une masse très difficile à estimer en fonction des habitudes, des usages des personnes. Alors là, le chiffre dont vous parliez, ce sont des chiffres de particules inhalées pour un adulte. Donc, notre travail a consisté aussi à extrapoler les chiffres aussi pour un enfant. On sait que généralement, les enfants sont plus proches du sol. Par contre, ils respirent moins de mètres cubes d'air. En termes de masse, c'est infinitésimal. En revanche, notre étude, ce qu'elle montre, c'est que plus on va sur des fines particules, plus on en a. Un petit peu comme les poupées russes, quoi. Donc là, c'est pas la masse qui compte, c'est le nombre qui compte. Parce que les plus fines particules, elles vont intégrer le vivant. Ce qui est vraiment important de retenir, c'est le nombre de particules. Donc, en fait, ce qu'on comprend, c'est que finalement, on inhale
des quantités beaucoup moins importantes de microplastiques que lors de l'ingestion, que ce qu'on en mange. Donc, on respire moins de microplastiques que ce qu'on mange de microplastiques. Mais pour autant, ce que j'entends dans votre discours aussi, c'est que finalement, c'est pas la quantité qui est l'indicateur le plus pertinent pour évaluer le risque d'impact sanitaire. On a tous en tête l'exemple de l'amiante. Effectivement, comme vous l'avez dit, en masse, l'ingestion va peser le plus, ou en tout cas, où les gros microplastiques, que ce soit inhalé ou ingéré. Il faut savoir que l'inhalation, une partie de l'inhalation, on en parle dans l'étude, vraisemblablement, lorsque on tousse, on réavale du mucus, et là, donc, finalement, ce qu'on respire peut arriver aussi dans le système digestif. Mais plus les particules inhalées sont minuscules, et plus elles sont potentiellement dangereuses biologiquement. Donc, il faut bien distinguer la masse de la quantité de particules. Et dans le cadre de la respiration, ce qui importe le plus, c'est la finesse des particules et le nombre, plus que la masse. Alors l'amiante est encore un exemple différent, mais qui est effectivement un bon exemple. L'amiante, il suffit d'une seule particule pour irriter les poumons pendant des décennies et avoir des conséquences dramatiques. Il est possible, il est vraisemblable que pour certains types de particules et certains types de polymères, il faut savoir que les plastiques, c'est différents types de polymères, différentes compositions chimiques, mais on peut imaginer que des particules plastiques résistantes qui s'intègrent dans notre système pulmonaire et qui ont un temps de résidence long vont avoir pour conséquence d'irriter nos poumons et de déclencher une réaction immunitaire un peu profonde, un peu longue, qui pourrait avoir des conséquences sur le long terme, un peu comme les particules d'amiante. Alors là, évidemment, on glisse et c'est inévitable sur le champ des impacts sanitaires. On découvre que finalement, c'est le flou total. Là, dans votre étude, vous vous alertez sur le risque pour le système hormonal en lien possible avec des cancers. Mais malheureusement, on ne peut pas en savoir plus. Et c'est un petit peu ça, tout l'enjeu aussi des microplastiques sur la santé. Alors, les microplastiques ont deux conséquences, hein. Comme je le disais, les gros microplastiques et les plus fins ont un impact mécanique, physique, hein. Ils peuvent boucher, ils peuvent irriter. Et ils ont aussi un autre impact, c'est que les polymères artificiels sont des relargants de polluants organiques, comme les phtalates, les bisphénols. Les PFAS. Ces polluants organiques vont avoir des conséquences, un impact sanitaire. On connaît les impacts sanitaires de ces polluants organiques. Ce qu'on appelle les pollutions croisées, l'effet cocktail, est encore méconnu et très difficile à évaluer. Quelque chose que je dis souvent et qu'il faut retenir aussi, c'est que les plastiques, ce sont des assemblages de molécules, de monomères, donc des chaînes de molécules qu'on appelle donc polymères plastiques. Et c'est des choses qui sont issues de la pétrochimie principalement C'est ça. qui ont été inventées il y a une centaine d'années, un siècle, qui se sont développées après la Seconde Guerre mondiale avec une explosion de types de polymères et d'assemblage de polymères. Et ces polymères-là, ce sont des assemblages de molécules qui sont complètement artificiels pour le vivant, dont notre système immunitaire ou le système immunitaire des organismes vivants ou aussi, on va dire, à l'échelle d'un écosystème. Donc, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément appréhender correctement puisque l'évolution biologique n'a pas permis encore de s'habituer. Et donc là, on est sur des molécules qui sont difficiles pour notre organisme ou les autres organismes vivants à appréhender. Il va falloir encore beaucoup de recherches pour pouvoir mesurer l'impact de tout ça. Donc l'intérêt de cette étude, puisqu'on a vu qu'en fait la quantité inhalée par rapport à la quantité ingérée de microplastiques était plus infime, c'est quoi? C'est quand même de jouer un rôle d'alerte, de mise en garde du fait d'une augmentation de la production annoncée dans les années à venir. Je lisais qu'aujourd'hui on est à 460 millions de tonnes de plastique qui sont produites chaque année dans le monde, selon l'OCDE, dont l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Cette quantité devrait tripler d'ici 2026. Alors malheureusement, à l'échelle globale, à l'échelle des pays occidentaux, on gère relativement bien les déchets, mais il y a encore beaucoup de mauvais usages des plastiques, en particulier les plastiques à usage unique. Alors ce qu'on observe, et on l'observe dans l'air, puisqu'on a pu, de la même manière qu'on l'a fait pour les carottes de glace, reconstituer la pollution de l'air au plastique depuis des décennies, et on observe simplement que la production de plastique, vu qu'on gère très mal les déchets et aussi sa diffusion, sa dispersion de l'environnement, donc les gros plastiques se fragmentent en petits microplastiques qu'on retrouve ensuite dans l'atmosphère, comme on peut les retrouver aussi dans l'océan. Cette explosion de dépôts de microplastiques dans l'atmosphère suit globalement la courbe de production. Donc plus on en produit, plus on va retrouver dans l'environnement, malheureusement. Logique. Ça, c'est la première chose à retenir.
Et la deuxième chose à retenir, c'est que nos études récentes et celles de nos collègues déplacent le curseur non seulement sur le réceptacle de l'océan, mais également sur les surfaces terrestres, c'est-à-dire les sols. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'explosion de la production plastique va conduire à une diffusion, une dispersion des plastiques. Et même si on arrêtait la production des plastiques, nos modélisations montrent qu'on en a pour des centaines d'années à gérer la dispersion des plastiques du milieu terrestre, parce qu'il y a énormément déjà de plastiques qui sont stockés dans les eaux continentales et dans les sols, et on va avoir une dispersion, une diffusion de ces plastiques vers l'océan, vers des sédiments profonds. Mais ça va prendre des centaines, voire des milliers d'années. Et donc, on aura un héritage de la pollution plastique. Eh oui. Donc ça, il faut le savoir. Ça sera pareil pour l'atmosphère, mais ça va prendre énormément de temps. D'où l'intérêt aussi à ce que les dirigeants planétaires parviennent à s'entendre sur l'émergence d'un traité mondial contre la pollution plastique. Donc, petite allusion à l'échec des négociations de cet été à Genève. Exactement. Et ne pas prendre seulement en compte la question des déchets, mais bien tout le cycle de vie du plastique, quoi. Complètement. Le principal message que les scientifiques énoncent à la travers des études comme la nôtre, où là on est plus dans un rôle de sentinelle, hein, comme vous l'avez dit, le risque sanitaire est difficile à appréhender, contrairement peut-être au risque environnemental, mais au risque aussi paysager, hein. Les plastiques qu'on observe dans l'environnement, bah, c'est quelque chose qui fait diminuer le tourisme. C'est un coût économique non négligeable qu'on reporte sur l'usager, le citoyen, et non pas sur le producteur de plastique. Mmh. Donc le message principal que les scientifiques portaient lors de cette mise en place espérée du traité qui a échoué, c'était aussi de diminuer la production, et de nouveau, en particulier pour les plastiques à usage unique. Un collègue parle de plastique ignoble et de plastique noble. Alors les plastiques nobles, c'est peut-être que ceux qu'on utilise à l'hôpital, ceux qu'on utilise dans des cadres très particuliers avec des plastiques très résistants. C'est des matériaux qui sont très intéressants pour l'industrie, pour la médecine. Mais certains plastiques peuvent être facilement remplacés. Et donc ça, c'est toute l'industrie de l'emballage qui est à remettre en cause. On vient de parler des particules de microplastique de plus petite taille, PM10, dans l'air de nos intérieurs. Mais vous les avez aussi observés, Gaël Leroux, dans l'air extérieur, depuis un lieu où on ne s'entend pas du tout à les trouver, en fait, hein, le sommet du pic d'Imidi dans les Pyrénées. Ça semble incroyable de retrouver des fragments de plastique à cet endroit en altitude. On avait déjà mis en évidence des microplastiques dans la neige des Pyrénées, donc on se doutait que les plastiques pouvaient voyager de manière lointaine, puisque lorsque les Pyrénées sont recouverts de neige, on imagine que les plastiques viennent de loin parce qu'ils ne peuvent pas être remobilisés des sols de montagne ou d'une pollution due au tourisme. Et au pic du Midi, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on se trouve dans la zone de ce qu'on appelle la troposphère libre. Donc c'est une zone relativement sans frottement de l'air, une sorte d'autoroute de l'air, et cette autoroute de l'air conduit les particules de très loin jusqu'aux montagnes. En étudiant donc les microplastiques, on a pompé des milliers de mètres cubes d'air. On a retrouvé environ un microplastique pour 4 mètres cubes d'air, environ pour une petite R5, une petite voiture. Donc c'est très peu hein, par rapport à l'étude dont on parlait sur l'air intérieur, on est sur des centaines, des milliers de particules. On retrouve quand même des microplastiques, donc de nouveau des particules qui sont complètement d'origine humaine, d'origine exotique, qui n'ont pas normalement lieu d'être là dans la haute atmosphère. Et ces particules-là, lorsqu'on reconstitue leur chemin, grâce à des modèles météorologiques, on observe qu'elles peuvent venir de très loin, alors des fois centaines, milliers de kilomètres, en particulier de l'Amérique du Nord, mais voire aussi de l'océan, parce que la surface de l'océan contient des microplastiques. Et d'ailleurs, c'est un de vos prochains sujets d'étude, de voir un petit peu la quantité de microplastiques remobilisés depuis les océans. Oui, alors avec nos collègues Steve et Déoni, ils avaient déjà mis en évidence une remise en suspension lors de la production d'aérosols marins dans les Landes de microplastiques. Alors, il faut savoir que l'eau de mer étant un peu plus dense que l'eau douce, les microplastiques ont tendance à plus facilement flotter à la surface. Parce que les microplastiques sont relativement légers. Enfin, en tout cas, une grande partie des microplastiques sont légers. Et donc, ces microplastiques qui sont légers et qui flottent à la surface peuvent être réémis de la même manière que les aérosols marins dans l'air lorsqu'il y a des tempêtes. Et ça, c'était une première étude qui avait été démontrée donc dans les Landes. Et là, on essaie de voir si c'est vrai à l'échelle globale, et en particulier dans ce qu'on appelle le fameux septième continent, qui sont finalement une accumulation de microplastiques et aussi quelques macrodéchets, mais surtout des microplastiques, autour des gyres océaniques, puisque les océans, une partie des courants océaniques tournent sur eux-mêmes, ont tendance à concentrer les plastiques.
Donc on se positionne pour faire nos études à proximité de ces gyres océaniques et on essaie d'observer si il y a une concentration plus augmentée aussi de plastique dans l'air, suite par exemple à des ouragans ou des cyclones. Mais il existe vraiment ce septième continent, enfin ce continent de plastique, parce que j'avais lu des choses assez controversées. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer là-dessus? Parce que ce ne serait pas un continent en tant que tel, si j'ai bien compris. Non, non, bien sûr, c'est une image donnée par les journalistes, les médias, mais on ne pourrait pas marcher dessus. C'est une accumulation de microplastiques, c'est-à-dire que, étonnamment, dans ces zones-là, par exemple du Pacifique Nord ou du Pacifique Sud, qui sont relativement éloignées, où on trouve que quelques îles, voire de l'océan à perte de vue, on va trouver des accumulations de plastique qui sont supérieures aux côtes de l'Europe ou aux côtes de l'Amérique du Nord. Et ça, c'est tout simplement parce que les courants océaniques vont concentrer la contamination, la pollution au plastique produite par les humains depuis des décennies. Lorsque les chercheurs vont faire des expéditions scientifiques dans ces zones océaniques, ils vont retrouver plus de plastique que ce qui pourrait être logiquement le cas du fait de l'éloignement de ces zones-là, et on en retrouve énormément. Il se trouve aussi que les concentrations étant tellement importantes, on observe parfois malheureusement aussi une soupe. Ça, c'est le cas, effectivement, par exemple, pour le gire atlantique. Là, on trouve une soupe de plastique et malheureusement, c'est visible à l'œil nu, puisque une partie des microplastiques, comme je disais, ont une taille de autour de 1 millimètre et là, on les voit. Là, ce qu'on comprend, c'est que effectivement, les microplastiques sont partout, et y compris dans les eaux de pluie. Je lisais que vous aviez dit il pleut des microplastiques dans l'atmosphère, parce que vous les avez étudiés aussi dans les eaux de pluie. On a la chance dans les Pyrénées, grâce à l'Observatoire Midi-Pyrénées et à un autre observatoire qui s'appelle l'Observatoire au milieu, de pouvoir suivre les contaminants dans la pluie depuis une dizaine d'années, en particulier les métaux lourds. En utilisant à peu près les mêmes protocoles, on a mis en œuvre l'étude des microplastiques dans la pluie en Ariège, dans les Pyrénées, et dans la neige aussi. Et là, on s'est aperçu qu'on retrouvait des microplastiques dans la pluie et la neige. Donc, on observe finalement, de la même manière que d'autres contaminants, un lessivage de la colonne d'air. Donc, la pluie va nettoyer la colonne d'air, va nettoyer l'air, et va faire retomber, va lessiver les microplastiques sur les sols. Et donc, on a une sorte de cycle de microplastiques qui se met en place. Alors là, si on part des plastiques de la rivière qui sont amenés à l'océan, ces microplastiques vont flotter à la surface de l'océan. Ils vont être ensuite réémis par les embruns marins dans l'atmosphère. Et dans l'atmosphère, on va avoir un déplacement de ces microplastiques jusqu'aux montagnes. Donc, on a un début de mise en place d'un cycle de microplastiques dans l'air, ce qui est finalement proche de certains micro-contaminants, micropolluants qu'on connaissait déjà. Mais là, c'est vraiment quelque chose de nouveau et surtout un emballement de la pollution au plastique depuis une dizaine d'années. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que les microplastiques sont de véritables polluants atmosphériques. Pour terminer quand même sur des solutions pour réduire son exposition au quotidien et notamment dans nos intérieurs, puisque c'était l'objet de l'étude que vous avez publiée cet été, quelles préconisations vous recommandez ? De nouveau, les microplastiques sont une infime quantité des autres particules qui pourraient être néfastes pour la santé. Donc, ça n'empêche pas, par exemple, de diminuer la source des plastiques. Comme je le disais, il faudrait vraiment diminuer notre production de plastique. Donc, il faut faire pression sur les pouvoirs publics pour qu'eux-mêmes fassent pression sur les producteurs de plastique. Sur la qualité de l'air intérieur, on suit des conseils de bon sens qui sont les mêmes que pour les autres types de particules, c'est-à-dire aérer, utiliser des aspirateurs avec une efficacité très, très importante, puis aussi, de nouveau, mettre le nez dehors et pas rester à l'intérieur, tout simplement. Mais, oui, bien sûr. Mais c'est sûr qu'on est sur des gestes juste de bon sens et on ne pourra pas éviter cette pollution aux contaminations microplastiques dans l'air. Des gestes qu'on n'arrête pas aussi de répéter au sein d'Atmosud en tant qu'observatoire de la qualité de l'air et que vous pouvez bien sûr retrouver sur le site internet d'Atmosud. Merci Gaël Leroux d'être venu éclairer nos lanternes sur l'impact des microplastiques dans l'air et pas que. Merci pour votre invitation. Alors, si vous avez aimé cet épisode, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne podcast Inspirons d'Atmosud, de lui laisser de jolies étoiles en guise d'évaluation et bien entendu de le partager autour de vous pour que l'information en santé environnementale qui relève de la qualité de l'air puisse circuler auprès du plus grand nombre. Vous pouvez aussi le recevoir tous les mois directement dans votre boîte mail en vous inscrivant à la newsletter Inspirons via le lien laissé dans le descriptif de cet épisode.
On se retrouve le mois prochain autour d'un nouveau thème pour ouvrir grand nos yeux sur ce que l'on respire sans le voir. D'ici là, prenez soin de vous.